Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Le Chêne et les Tours, un format présenté par la Société Rochelaise du Droit. Bonjour. Nous recevons donc Jean-Marie Digaud aujourd'hui, qui est le fondateur du festival Justice et Cinéma. Il a aussi été avocat et c'est un administrateur de notre association, la Société Rochelaise de Droit. Alors, si l'on devait vous résumer en 3 mots, lesquels seraient-ils ? Mais je crois que votre collègue les a déjà résumés, puisque j'ai été avocat, aujourd'hui en retraite. J'ai été bâtonnier du barreau de La Rochelle. J'ai écrit plusieurs livres en rapport avec la justice et j'ai créé, il y a quelques années, 15 ans maintenant déjà, le festival Justice et Cinéma, les rencontres de La Rochelle. Très bien. Vous dites que vous avez été avocat. Comment s'est passé votre parcours ? Alors, le parcours, il est déjà ancien. On ne va pas dire quand ça a commencé. Il y a déjà de longues années. J'ai commencé, en fait, sans aucune vocation particulière, puisque, pour l'anecdote, j'étais allé m'inscrire à Nantes, à la faculté des lettres, pour faire une licence d'allemand. À l'époque, la faculté des lettres était en pleine construction et pour atteindre l'accueil, j'ai dû traverser un champ et je me suis enfoncé dans une flaque d'eau jusqu'au genou et je suis rentré. Et j'ai dit jamais je ne serai prof d'allemand. Alors après, la question s'est posée de ce que j'allais faire. Et j'avais un parrain qui était licencié en droit, qui était directeur d'hôpital. Il m'avait dit Jean-Marie, il faut être directeur d'hôpital, tu verras, c'est un métier passionnant. Tu fais ton droit, tu passeras le concours après ta maîtrise. Et c'est comme ça que je me suis inscrit en droit à Poitiers, puisqu'il était directeur de l'hôpital de Poitiers, avec l'idée, peut-être, qu'un jour, je serai moi aussi directeur d'hôpital. En fait, c'est une idée qui, très vite, n'a pas suivi son chemin. Et l'idée de devenir avocat, en fait, est venue sur le tard. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas du tout une vocation. C'est venu sur le tard, avec une bande d'amis de la faculté, qui n'avait pas la vocation non plus et qui disait mais tiens, et si on passait le concours d'avocat, ce serait pas mal. Et on s'est mis tous à préparer en dernière année de maîtrise. Aujourd'hui, c'est le Master 2. Ça n'existait pas à l'époque. Nous, on était en dernière année. Et pour présenter le concours d'avocat, évidemment, il y avait une épreuve de culture générale qui était importante. Et on s'est tous mis à lire tout un tas d'ouvrages sur le métier d'avocat. Et j'en ai lu quelques-uns, dont un en particulier, qui vraiment m'a donné envie de faire ce métier. Voilà. Lequel ? Alors, c'était un livre d'un avocat qui s'appelait Jacques Izorni, qui était le défenseur du maréchal Pétain. Donc un avocat très célèbre à l'époque, très décrié aussi, puisqu'il avait défendu le maréchal Pétain, mais qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les 4 consciences de l'avocat ». Et dans ces 4 consciences, il essayait de résumer à travers plusieurs affaires célèbres tout ce qu'un avocat peut rencontrer dans sa carrière, de difficultés, d'aller jusqu'au bout de son mandat, des fois dans des conditions très difficiles, comme le maréchal Pétain aussi, mais il avait raconté aussi le procès de Jésus, le procès de gens qui avaient été condamnés à tort, et cette conjonction d'éléments de justice, d'aller jusqu'au bout de soi-même, contre les obstacles, contre l'adversité, et contre l'erreur judiciaire. Tout ça, ça m'a vraiment donné envie d'être avocat. C'est comme ça que j'ai préparé l'examen d'avocat. C'est ce qui vous a motivé ? Un livre, voilà. Quand j'en parle avec des avocats, ils ont tous une raison particulière pour avoir fait ce métier. Soit parce qu'il y a des membres de leur famille qui étaient dans le métier, qui étaient avocats ou magistrats ou huissiers de justice, et d'autres parce qu'ils avaient vraiment la vocation depuis qu'ils étaient tout petits. Et ben moi, c'est une lecture. Voilà.
la lecture d'un livre en plus, c'est pas de 50 livres, un seul. Très bien. Et quel souvenir gardez-vous de votre prestation de serment en tant qu'avocat? J'avais raté donc avec un ami, on avait raté cette formalité, cette prestation officielle. Et c'était au mois de fin juin, en plein été, avec une chaleur terrible comme il peut y en avoir à Poitiers. Et on avait monté une audience spéciale pour nous. C'était le premier président de la Cour d'appel qui avait reçu notre serment. C'était une chaleur, c'est la première fois que je mettais une robe. J'avais, pour la circonstance, acheté un beau costume. Et on a prêté serment. Le premier président de la Cour d'appel, il faisait tellement chaud qu'il était en chemise avec des bretelles, il venait de manger. Il coulait, il prenait son mouchoir, il s'épongeait de partout. Et juste pour la prestation, il avait mis sa robe qu'il avait mal boutonnée. Il y avait un bouton là, l'autre qui était comme ça. Il était tout biscornu. Mais il a quand même dit bon, levez la main droite et dites je le jure. Ça a duré 5 minutes. Et voilà ma prestation de serment à Poitiers. Une anecdote sympathique. Et pourquoi le droit pénal? Alors le droit pénal, c'est venu sur le tard. C'est venu au départ, j'ai commencé parce qu'il fallait faire un stage. J'étais avocat stagiaire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avocat stagiaire. Vous passez l'examen, vous prêtez serment et vous pouvez vous installer sans avoir besoin du patronage d'un ancien qui vous guide dans le métier. C'était très bien. Moi, j'ai trouvé, quand j'ai commencé, d'abord, il a fallu que j'en trouve un et c'était pas évident. J'en ai trouvé un et c'était un ancien avoué. Aujourd'hui, la profession d'avoué a disparu avec des réformes successives. Mais mon premier patron était un ancien avoué. Et j'ai beaucoup appris auprès de lui, puisqu'il m'a appris la procédure. Les avoués, vous savez, autrefois, il y avait les avoués qui préparaient le dossier, qui faisaient les conclusions, qui faisaient préparer l'assignation, etc. Ils faisaient tous les actes de procédure. Et une fois que le dossier était terminé, on le transmettait à l'avocat qui plaidait. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, il n'y a plus d'avoués. Donc les avocats font tout, la procédure et les plaidoiries. Mais le fait d'avoir appris les règles essentielles de procédure chez un ancien avoué, ça m'avait beaucoup servi. Je ne suis pas resté longtemps chez lui parce que j'en avais marre de faire des conclusions. Et à un moment donné, je lui ai dit, tu es un ancien bâtonnier, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le bâtonnier, j'aimerais peut-être un jour, quand même, depuis le temps que je suis chez vous, plaider un excès de vitesse au tribunal de police. Il m'avait répondu, vous en êtes incapable. Très bien, monsieur le bâtonnier, je ne suis pas resté chez lui et c'est après ça que j'ai continué mon stage chez Michel Crépeau, dont j'avais fait les études avec son neveu et le cabinet de Michel Crépeau nous avait accueillis tous les deux et c'est là que j'ai beaucoup appris aussi, différemment évidemment, parce que Michel Crépeau, bien qu'il soit déjà maire de La Rochelle, est déjà député. 1973, 71 maires, 73 députés, exerçait encore. Et alors, il ne plaidait pas tous les jours, évidemment, parce que vu ses fonctions, il fallait qu'il s'y consacre et qu'il consacre beaucoup de temps, mais il se réservait quelques dossiers. Et je me souviens être allé à Poitiers avec Michel Crépeau, c'était grandiose, parce que comme il était maire et député, il était accueilli à la cour d'appel quand il arrivait par le président qui descendait de son siège, de l'estrade, pour aller saluer monsieur le maire, monsieur le député, je vous salue, vous nous faites un grand honneur en venant plaider devant la cour d'appel. Et c'était amusant, c'était un garçon extraordinaire, Michel, qui avait un don de conviction, d'intéresser les gens avec sympathie, toujours des bons mots d'humour, parfois un peu excessifs, mais comme c'était lui, ça passait très bien. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé mon métier, en apprenant énormément, à la fois chez un avoué et à la fois chez mon mentor, qui était Michel Crépeau. Est-ce que vous avez des conseils pour des jeunes qui voudraient devenir avocats, justement ? Ah là là, les conseils. Le métier a énormément changé. Voilà. Moi, je vous parle de mes débuts. On était 30, on est aujourd'hui 260. Enfin, ils sont 260 avocats.
beaucoup de choses ont changé. L'oralité des débats, qui est quand même l'essence même du métier d'avocat. L'oralité des débats au tribunal civil, il n'y en a plus. À la fois par manque de magistrats, par manque de temps. Les dossiers, on les prépare. On fait ce qu'on appelle des codes de plaidoirie dans lesquels on insère les pièces. Sur le dessus, on écrit notre argumentation et ce dossier, on va le transmettre au juge 15 jours avant. Ce qui fait que le jour de l'audience, vous arrivez et le juge dit « Oui, maître, c'est pas la peine de plaider, hein. J'ai vu votre dossier, j'ai compris le problème, je vous remercie. » Affaire suivante. Donc l'oralité des débats en matière civile, il n'y en a quasiment plus. Et où ça persiste encore, et heureusement, c'est au Conseil des prud'hommes, on peut toujours plaider, et au pénal. Au pénal, voilà, il n'y a pas de dossier à remettre. Hein. Vous défendez un client qui est devant vous. Vous avez vu le dossier au préalable et il faut essayer de convaincre le tribunal des arguments qu'il a à faire valoir pour réduire la peine, voire demander une relaxe si, par exemple, le dossier est insuffisamment caractérisé pour entrer en voie de condamnation. Vous voyez, mais c'est la parole là qui compte. Et c'est ça qui me plaisait dans le pénal. Donc vous me demandiez pourquoi j'ai aimé le pénal, c'est un peu à cause de ça. C'est peut-être le seul endroit ou la seule matière où vous pouvez, par la parole, essayer d'obtenir un résultat, et de préférence le meilleur possible pour votre client. Justement, on parlait d'évolution. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle, vous savez que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, puisque j'ai vu que le Conseil national des barreaux, qui est l'organe officiel qui représente tous les avocats de France, s'est saisi du dossier, parce qu'il est évident que l'intelligence artificielle va changer complètement la façon d'exercer. Par exemple, moi je l'ai essayé 2-3 fois comme ça pour voir ce que ça pouvait donner. C'est assez bluffant. Vous, sur un dossier quelconque, vous enregistrez les principales caractéristiques du dossier, le problème de droit qui est en question, et puis vous cliquez et ça vous sort une réponse en quelques secondes. Une réponse qui est en plus argumentée avec à la fois en jurisprudence et à la fois en doctrine. Ça intègre la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui fait que on peut imaginer qu'avec l'intelligence artificielle, vous aurez le top du top de l'argumentation. Sauf que dans un procès, vous avez toujours deux parties, l'une contre l'autre. Alors vous aurez votre argumentation, vous penserez qu'elle est en béton, mais l'autre partie qui défend la thèse inverse aura lui aussi une argumentation et il pensera qu'elle est en béton. Donc, et je pense que le juge s'en apercevra assez vite qu'on a interrogé ou on a fait activer l'intelligence artificielle. Donc il faudra trouver un espèce d'équilibre. Je pense que l'intelligence humaine aura toujours sa place sur une stratégie à développer selon le cas qu'un client nous a donné et qu'il faudra mettre en œuvre. Et ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas le faire, j'imagine. En tout cas, c'est quelque chose qui va révolutionner le métier. Oui, que moi, quand j'ai arrêté, ça n'existait pas, on n'en parlait même pas. On avait quand même des éléments assez pratiques et importants pour essayer de résoudre un problème. Avec des logiciels, avec celui de la Cour de cassation, etc. Mais là, l'intelligence artificielle, ça va changer beaucoup de choses. Et vous êtes plutôt pour ou contre l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Moi, j'ai toujours été pour la modernité et de donner
aux avocats des moyens de toujours performer. J'en ai connu des choses dans ma carrière. Hein. J'ai commencé, alors je parlais de Michel Crépeau, je me souviens très bien de la secrétaire, qui était d'ailleurs la femme de Michel Crépeau à l'époque, mais qui avait sa Remington, la feuille blanche, le papier pelure et le carbone. Comme ça qu'on travaillait à cette époque-là. Puis après, il y a eu les machines à traitement de texte et les grosses Olivetti qui faisaient la taille ça prenait toute la place d'un bureau. Puis après, ça s'est rétréci. Puis après, on a eu le Minitel pour correspondre avec le tribunal, avec des mots de passe. Et puis on a eu les ordinateurs, on a eu les portables, on a eu tout ça. Et je me souviens que quand j'ai commencé, quand je me suis installé, après mon stage, eh bien, il y a un membre du Conseil de l'Ordre, délégué par le bâtonnier, qui est venu inspecter le cabinet pour voir si j'avais les codes indispensables, si j'avais une bibliothèque avec les jurisclasseurs, tous ces, pour pouvoir valider mon installation. Parce que si j'avais pas eu tout ça, j'aurais pas pu m'installer. Et aujourd'hui, dites-vous bien que j'ai vu une étude là sur les jeunes avocats parisiens qui ont une pièce consacrée à la réception des clients dans leur appartement, qui n'ont aucun bouquin, aucun code, parce qu'on trouve tout sur Internet, et qui n'ont pas de téléphone, ni de standard, ni de secrétaire, et qui ont juste un portable avec un 06. Voilà l'évolution du métier. Ça a beaucoup changé. Alors oui, il y a du bon, hein. Tout ce qui est moderne et tout ce qui va dans le sens de la perfectibilité, c'est très bien. Il faut s'adapter. Voilà, je crois que la meilleure définition aujourd'hui pour être avocat, c'est développer une faculté d'adaptation aux réformes, aux textes. Tous les jours, on pond des textes nouveaux, il faut les intégrer, il faut les adapter, voir ce que ça apporte par rapport aux textes anciens. Moi, je me souviens des avocats, quand j'ai commencé, qui vivaient sur leurs acquis, parce que ça n'avait rien n'avait changé depuis 50 ans. Le code pénal n'avait pas changé, et donc, il plaidait comme ça. Ah, mais monsieur le président, oui, mais vous savez, je me souviens, il y a 25 ans, il y avait... Oui, non, on ne peut plus dire ça aujourd'hui, hein, c'est plus possible. Donc, voilà. Ça a beaucoup changé et il faut prendre tout ce qu'il y a de bon dans le changement. Exact. Et au final, qu'est-ce que vous retenez de votre parcours en tant qu'avocat ? Une conclusion, des regrets? Alors, je vais vous dire un truc, c'est qu'il ne faut pas trop regarder dans le rétroviseur quand vous avez fini, parce que vous avez forcément des souvenirs qui vous reviennent, qui ne sont pas forcément bons, ou des dossiers qui, si vous les aviez à traiter aujourd'hui, vous diriez « Oh, mais j'aurais pas fait comme ça, là, j'ai pas pris le bon côté », des échecs qu'on a eus, qu'on aurait pu améliorer ou changer la donne. Voilà, donc ce que je retiens, c'est que, comme tout avocat qui a arrêté son activité, moi à 44 ans, j'ai fait quand même, c'est beaucoup. On retient quelque chose d'essentiel, c'est qu'en faisant ce métier, il faut se dire qu'en certaines circonstances et quelquefois, on a sorti des gens du pétrin dans lequel ils étaient et que rien que pour ça, ça valait le coup de s'y consacrer en temps et en énergie parce que c'est quand même un métier chronophage. À côté de votre métier d'avocat, on a vu que vous avez été aussi auteur de bande dessinée. Qu'est-ce qui a été vocation pour vous ? J'ai toujours dessiné en fait. Alors ça a commencé en faisant des affiches et puis j'ai illustré une revue nationale qui s'appelait Le Barreau de France. C'était une revue qui était l'émanation du plus gros syndicat d'avocats qui existait, qui n'existe plus maintenant, qui était la Confédération nationale des avocats.
Et je faisais les couvertures. C'était des articles qui étaient assez rébarbatifs. Vous en lisiez 3 lignes, vous avez le sommeil assuré. Hein, donc tellement c'était pas très drôle à lire. Hein, un droit comparé de la saisie immobilière en Yougoslavie. Et puis voilà. Donc c'était pas passionnant. Et on me disait, bah tiens, si tu faisais un petit dessin rigolo pour... je pense que la pilule passerait mieux pour ceux qui vont lire l'article. Et j'ai illustré cette revue pendant de nombreuses années. Et la rédactrice en chef de cette revue du Barreau de France m'a dit « Mais Jean-Marie, ce serait bien si on faisait une compilation de tous ces dessins, qu'on en fasse un album. » Et j'ai dit « Ouais, mais ce serait mieux si je racontais une vraie histoire, et notamment l'histoire des avocats, puisque c'était ma première bande dessinée. » Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. J'ai fait cette histoire des avocats, donc des origines à nos jours. Et puis qui a bien marché d'ailleurs parce qu'il y avait un prof de droit à la Sorbonne qui l'avait lu et il l'avait conseillé à tous les jeunes avocats qui passaient l'examen. Et donc je crois que tout mon stock est passé à Paris en fait. Et après j'en ai fait une autre parce que je me suis passionné pour l'histoire du bagne. Et c'est vrai que quand on est Rochelais et qu'on est proche de l'île de Ré, l'histoire du bagne, c'est un événement qui a marqué la région pendant plus d'un demi-siècle, avec tous les bagnards qui sont passés avant de partir en Guyane. Donc j'ai consulté beaucoup d'archives et puis j'ai fait une bande dessinée qui s'appelait Passeport pour la Guyane et qui racontait le passage des bagnards de La Rochelle, où ils séjournaient avant de partir sur un petit bateau qui les emmenait à la citadelle de Saint-Martin et où ils restaient 1 mois à peu près avant de partir pour la Guyane. Donc c'est un épisode qui était pas très connu de l'histoire du bagne. Et j'ai raconté l'histoire de Guillaume Seznec, l'affaire Seznec, en BD. J'étais content de cet ouvrage parce qu'il a été versé comme pièce officielle du dossier de révision. Vous savez qu'on a essayé de réviser l'affaire Seznec, ça a été fait 14 fois, et la dernière fois, c'est passé devant la commission de révision de la Cour de cassation, et ça a passé le filtre de cette commission, et c'est passé devant la Cour de révision, où là étaient réunis tous les magistrats qui composent la chambre criminelle de la Cour de cassation. Et on a évoqué l'affaire Seznec pour voir, comme Seznec était mort, on ne pouvait pas le rejuger bien sûr, mais le but était de réhabiliter. On disait purger la mémoire du mort. C'est ça la révision quand le condamné n'est plus de ce monde. Donc on essaye de le réhabiliter. Et le jour de ce procès, l'avocat général qui était pour la réhabilitation de Seznec avait dit, sans me prévenir, avait dit au président de la chambre criminelle, « Monsieur le Président, parmi toutes les pièces qui ont été versées, je voudrais en rajouter une. C'est la bande dessinée d'un avocat de La Rochelle. » Ah ! Mais j'ai failli m'évanouir en entendant ça. Et figurez-vous que tous les magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et ils étaient 30 ou 28, je ne sais plus, enfin... avaient devant eux un exemplaire de ma BD. Je crois que ça n'arrivera jamais plus dans l'histoire. Et j'étais fier, disons-le. Vous pouvez l'être. De l'orientation que cette BD avait pu avoir à cette occasion. Et puis le dernier que j'ai fait, c'était l'affaire Dreyfus, puisque Dreyfus, vous savez, après avoir été condamné à la détention perpétuelle dans les îles du Salut en Guyane, est passé par La Rochelle et par l'île de Ré, où il est resté 1 mois avant de partir. Et donc j'ai raconté cette affaire, mais pas seulement son passage à La Rochelle et à l'île de Ré, mais aussi toute l'affaire Dreyfus. Et c'est le dernier ouvrage que j'ai fait. Pourquoi avoir choisi l'affaire Dreyfus ? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs quand même qui en ont parlé. Alors, ça n'avait jamais été fait en bande dessinée, du moins je le croyais, sauf qu'une fois que le livre est sorti, je me suis rendu compte qu'il y avait une BD qui avait été faite, et une BD
je vous le donne en mille, qui a été faite au Mexique par des Mexicains, un scénariste mexicain et un dessinateur mexicain, qui racontait l'affaire, mais avec quelques libertés quand même sur le récit historique. Que moi, alors c'est des années 50, donc vous voyez, c'était très ancien. Hein. Alors, comme vous le disiez, il y a eu énormément d'ouvrages qui ont été faits sur l'affaire Dreyfus, énormément d'articles, de films, de documentaires. Mais voilà, donc moi, en tant qu'avocat, hein, j'ai essayé de restituer l'affaire Dreyfus dans sa réalité historique, notamment les procès. Puisqu'il y a eu plusieurs procès dans l'affaire Dreyfus, plusieurs procès célèbres. Vous savez qu'Émile Zola, avec son J'accuse, a été poursuivi devant la cour d'assises de la Seine, et où il était condamné, et il s'est exilé en Angleterre pour ne pas aller en prison. Il y a eu le premier procès de Dreyfus devant le Conseil de guerre qui l'a condamné à la déportation, à vie. Et puis, la Cour de cassation, avec des faits nouveaux, a cassé ce premier jugement qui avait condamné Dreyfus. Et il y a eu un deuxième jugement devant le Conseil de guerre qui, cette fois, se tenait à Rennes en 1899. Et ce sont tous ces procès que j'ai racontés, avec des phrases que je fais dire à tous les acteurs de l'affaire Dreyfus, hein, que ce soit Georges Clemenceau, que ce soit Émile Zola, que ce soit etc., qui sont vraiment des phrases qui ont été prononcées. Pourquoi ? Parce que j'ai relu tous les comptes rendus journalistiques qui étaient faits le lendemain du procès. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des grands procès. Là, l'affaire Squarneck, le chirurgien, vous avez etc. Et dès le lendemain, vous avez dans les journaux le compte-rendu, les débats, ce qui a été dit, etc. Pour l'affaire Dreyfus, c'était pareil. Donc je me suis inspiré de tout ça et des propos qui ont été tenus à l'occasion de ce procès que j'ai... Voilà. Donc tout est exact à l'article près. Donc à la limite, c'est une bande dessinée vraiment historique, ce qu'on m'a dit, puisque Robert Badinter, qui l'a eu entre les mains, m'a félicité pour l'ouvrage en me disant que c'était un formidable travail de mémoire pour la défense du capitaine Dreyfus. Il y a un autre moyen aussi de s'intéresser à l'affaire, je pense que ça touchera peut-être plus de Oui, public. C'est ça. Et puis comme c'est une bande dessinée, en fait, ça permet à des jeunes aussi, parce que il y a eu plusieurs ouvrages que j'ai lus évidemment sur l'affaire Dreyfus, dont le premier était fait, qui est très bien fait d'ailleurs, qui est écrit par un avocat, qui était Jean-Denis Brodin, vous savez, qui est avocat de l'Académie française, qui a écrit l'affaire. Alors, c'est l'affaire Dreyfus, mais c'est un pavé qui fait 600 pages, et il faut vraiment s'intéresser à l'affaire Dreyfus pour le lire. Voilà. Et puis il y en a eu un autre, c'est pareil, il y a un grand spécialiste de l'affaire Dreyfus que j'ai rencontré d'ailleurs, mais qui écrit, lui, près de 1000 pages. Donc, il n'y a pas un dessin, il n'y a pas une photo, faut vraiment s'y intéresser pour aller jusqu'au bout. Tandis que là, c'est un résumé, qui permet d'accéder à la compréhension de l'affaire. Et si on veut aller plus loin, alors là, on peut effectivement se plonger dans les ouvrages qui ont été faits. Vous pensez que l'art visuel est important pour sensibiliser justement à la justice ou au droit ? Alors c'est tellement important que c'est à cause de ces bandes dessinées que l'idée m'est venue de créer le festival Justice et Cinéma. Parce que j'ai pensé que, au-delà d'une bande dessinée qui pouvait séduire un certain public, jeune et moins jeune d'ailleurs, parce que les bandes dessinées historiques, je lisais que la moyenne d'âge est relativement élevée. Les gens s'intéressent à des affaires, des affaires que les jeunes n'ont pas connues ou dont ils ne se souviennent pas ou qu'ils ne connaissent pas du tout. L'affaire du docteur Petiot, l'affaire de Dominici, etc., qui ont été traitées en bande dessinée. Donc c'est vrai que les gens qui lisent ça sont déjà... Il y a des jeunes, quelques jeunes, mais aussi des gens qui s'intéressent à l'histoire et donc des gens d'un certain âge. Et c'est là où j'ai compris que l'image était un extraordinaire vecteur pour faire passer des messages. Et c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de créer un festival de justice et cinéma
qui perdure, qui est régulier. Alors je dois même dire, et là encore je m'en félicite, et je m'adresse à un petit auto-satisfecit, parce que c'est le seul festival justice et cinéma en France qui se tient chaque année depuis 15 ans. Il y en a à Laval, il y en a au Mans, il y en a à Lyon, il y en a à Paris, il y en a non pas à Rouen, il me semble que c'est à Strasbourg. Enfin bref, ils font ça pendant 2 ans et puis ils arrêtent. Et puis ils reprennent 3 ans après et ça recommence. Mais le festival Justice et Cinéma de La Rochelle est le seul qui perdure depuis sa création, depuis l'origine, jusqu'à aujourd'hui, où précisément on va faire la 14e édition cette année, le 4 et 5 avril. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le thème justement de cette année ? Alors, chaque année, donc, le but, c'est de traiter un thème toujours en rapport avec l'actualité, un thème de société qui concerne pas seulement les juristes, mais tout le monde. Et donc, on réfléchit chaque année sur un thème. Alors, l'année dernière, c'était justice et terrorisme. Alors, ça collait avec l'actualité, puisqu'il y avait eu ce grand procès du 15 novembre, des attentats du 15 novembre 2015, qui s'était tenu à Paris pendant 8 mois. Et donc, on en avait beaucoup parlé. Vous savez qu'on avait construit un bâtiment en préfabriqué à l'intérieur de la Grande Cour d'appel de Paris, exprès pour tenir cette audience pendant 8 mois. Enfin, c'était le procès du siècle, en fait. Et donc, justice et terrorisme était évidemment un thème d'actualité et un thème de société qui concernait tout le monde. Et cette année, on a choisi justice et folie. Peut-on, doit-on ou faut-il juger les fous ? Alors c'est aussi un thème d'actualité, puisqu'il y a plusieurs affaires très médiatisées où on s'interrogeait sur la capacité de l'auteur des crimes, sa capacité à comprendre ce qu'il faisait, et s'il n'était pas au moment des faits emporté par une espèce de pulsion criminelle, et donc si son discernement était aboli ou pas. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs affaires comme ça. Vous vous souvenez de l'affaire de Sarah Halimi, cette personne... Elle avait 67 ans, cette brave dame. Elle avait sur son palier d'immeuble un jeune qui, un jour, a été pris parce qu'il consommait du cannabis régulièrement et plusieurs fois par jour, d'une bouffée délirante. Et il s'est précipité sur cette dame. Il l'a tuée, il l'a balancée du balcon. Elle s'est écrasée par terre. Donc, la question, c'était de savoir si, au moment des faits, cette personne avait son discernement aboli ou pas. Donc c'est une question qui se répète, et je pense que ça va se poser encore pour l'assassinat de la petite Louise par cet individu qui passait ses journées à jouer aux jeux vidéo, et où, après une journée, il venait de perdre face à un adversaire virtuel. S'il était toujours dans son monde virtuel lorsqu'il a assassiné cette gamine, auquel cas on peut penser qu'il était pris d'une bouffée délirante qui l'a poussé au crime, et auquel cas il serait déclaré irresponsable, ou si au contraire, alors là c'est le grand débat qui va se poser, si au contraire le fait de prendre du cannabis de façon régulière et volontaire ne créait pas les conditions de commettre un crime, auquel cas il ne serait pas déclaré irresponsable. Tout au mieux, peut-être, aurait-il une certaine altération de son discernement, mais qui n'empêcherait pas un jugement et qui ne l'empêcherait pas d'être condamné. Voilà, enfin, ce sont des sujets d'actualité, et c'est autant de sujets et de questions qu'on posera avec les invités que je fais venir. Le 4 et 5 avril, justement, le 4 et 5 avril, donc ce sera sur le port Le Dragon, comme je fais chaque année. Avec le samedi, là, un film qu'on a choisi, qui est La prochaine fois, je viserai le cœur. C'est un film que vous avez peut-être vu parce qu'il est assez récent, avec Guillaume Canet,
et qui en fait est une sorte de biopic de ce gendarme qu'on a appelé le tueur de l'Oise, et qui, à la fin des fins, a été déclaré irresponsable de ses actes et qui est actuellement enfermé dans un hôpital psychiatrique. Mais aussi, on a invité un grand expert psychiatre auprès de la Cour de cassation qui s'appelle Michel Dubec, et c'est lui qui a interrogé, expertisé les plus grands et les plus sinistres criminels de ces 25 dernières années, que ce soit Guy Georges, que ce soit Romain Dupuis. Romain Dupuis, vous savez, c'est ce garçon qui avait égorgé 2 infirmières, dont l'une a été décapitée, et qu'il avait mis la tête de cette pauvre femme sur un poste de télévision. Et c'est un sujet d'actualité parce que c'était en 2004, donc vous voyez, il y a plus de 20 ans. Et Romain Dupuis a demandé tout récemment son élargissement, c'est-à-dire il était ce qu'on appelle dans les UMD, c'est les unités pour malades difficiles qu'il y a dans les hôpitaux psychiatriques. Et Romain Dupuis considérait, avec son avocat, qu'ayant fait 20 ans dans cette unité, il était maintenant guéri et qu'il pouvait sortir de l'hôpital psychiatrique. Or, un collège d'experts a été désigné pour évaluer sa éventuelle dangerosité, même après plus de 20 ans. Et on a considéré qu'il était toujours dangereux pour la société, et donc il n'a pas été élargi. Il est toujours dans cette unité pour malades difficiles dans l'hôpital psychiatrique. Et pourquoi je vous parle de lui? C'est parce que Michel Dubec, l'expert, l'a expertisé il y a 20 ans, il l'a encore expertisé récemment, et que je fais venir un avocat important du barreau de Paris qui s'appelle Christian Saint-Palais, et que Christian Saint-Palais était l'avocat de Romain Dupuis. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui pourront répondre aux questions et apporter vraiment un éclairage utile et précis sur ce thème de la justice et de la folie qui appelle de très nombreuses questions. Des invités remarquables. Et pour parler des années précédentes, est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué en particulier ou un thème qui vous a marqué en particulier? Alors oui, c'est vrai que j'avais fait le premier, en fait, qui était sur les erreurs judiciaires. Alors, ce n'était pas tellement le film qu'on avait choisi, mais c'était les invités, puisque parmi les invités, il y avait Patrick Dils. Patrick Dils, ça ne vous dit pas grand-chose à vous. C'est un jeune homme qui a été accusé d'avoir tué 2 petits garçons. Ça se passait dans le Nord, à Montigny-lès-Metz. Et il avait 16 ans. Il a été un peu brutalisé pendant la garde à vue, où à cette époque-là, les avocats n'étaient pas autorisés à venir. Et il a avoué. Après des heures et des heures de garde à vue, c'était un gamin qui ne sortait pas de chez lui. Sa seule occupation, il avait 16 ans tout juste, sa seule occupation était la collection de timbres. Donc vous voyez, il n'avait aucune... il était introverti, très timide, aucune fréquentation externe et sociale, etc. Et évidemment, quand le commissaire de police qui l'a interrogé plutôt, lui avait dit... Tu veux revoir ton papa? Tu l'aimes, ton papa? Tu veux le revoir, ton papa? Eh bien, si tu me dis que c'est toi... Mais c'est un accident, c'est pas grave. Si tu me dis que c'est toi, ce soir, tu rentres chez toi et tu reverras ton papa. Et c'est comme ça qu'il a avoué. Et il a fait 16 ans. Il a été condamné à la prison, à la réclusion criminelle. Et il a passé 16 ans jusqu'à ce qu'il soit libéré. Et il a été... réhabilité, innocenté. Pourquoi? Parce que on a trouvé que c'était quelqu'un d'autre, et vraisemblablement Francis Holm, le tueur en série, qui était l'auteur de l'assassinat de ces 2 petits garçons. Donc Francis Holm a été jugé, il a été condamné pour ça, et comme vous savez qu'il ne peut pas y avoir 2 personnes condamnées pour le même fait, donc ça a permis à Patrick Dils, à l'époque, il venait tout juste d'être innocenté, si vous voulez, et je l'ai fait venir au festival et il a raconté son parcours.
Et c'était peut-être un moment d'émotion très intense que j'ai pas retrouvé peut-être dans d'autres éditions, même si les sujets étaient passionnants et même si les gens qu'on avait fait venir étaient intéressants et racontaient des choses elles aussi passionnantes. Mais le témoignage de Patrick Zils, que j'avais fait revenir l'année suivante quand j'avais traité justice et prison. Et il racontait cette fois les 16 années qu'il avait passées, les 16 années de façon injustifiée, qu'il avait passées en prison. En plus, comme c'était supposé être un assassin d'enfants, vous imaginez comment on considérait dans les prisons les assassins d'enfants. Il a été tabassé, il a été violé, c'était terrible. Et donc il a raconté tout ça, et c'est vrai que c'était des moments d'émotion très, très forts. Justement, est-ce que vous sentez les lycéens sensibles au film que vous projetez ? Alors écoutez, on en avait passé un, toujours pour les avocats, ouais, pour les avocats au cinéma, on en avait passé un qui était La Vérité, avec Brigitte Bardot, un film noir et blanc. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on passait un film en noir et blanc. Et on se disait comment vont réagir les lycéens, quoi, hein, en voyant ça. On a passé le film. En fait, on aurait entendu une mouche voler tellement tout le monde était silencieux, pas un bruit. Ils ont regardé le film. Et la dernière image, vous savez, c'est le président de la cour d'assises. C'est la dernière journée d'audience où il doit y avoir les plaidoiries et puis le jugement. Et le président de la cour d'assises dit « Mesdames et messieurs les jurés, j'ai une déclaration à faire. » Alors, l'actrice, donc Brigitte Bardot, mais qui a un nom dans le film, s'est suicidée hier. L'action publique est donc éteinte et la séance est levée. Et donc, on voit le mot « fin » apparaître et les lycéens se sont mis à applaudir le film, comme alors on était vraiment agréablement surpris de voir l'intérêt que ce film avait suscité chez eux. Vous avez eu l'occasion de faire des débats ensuite, après la projection de ce film ? Il y a toujours des débats qui se font avec les élèves, et cette année, on a la chance d'avoir 2 personnes assez formidables qui vont animer les débats avec les lycéens. Il y a d'abord que nos amis de la SRD connaissent bien, et Jean-Pierre Géty, qui est un ancien magistrat, ancien président de la Cour d'assises de Paris, qui fait partie maintenant du festival, et qui l'anime avec moi, et qui va animer le débat avec les élèves et répondre à leurs questions. Et puis il y a un autre invité qui vient aussi, qui s'appelle Étienne Madrange, qui est un ancien avocat général, un ancien magistrat, qui, après sa carrière, est devenu avocat, vous savez, parce qu'il y a des passerelles. Hein, quand vous êtes magistrat et que vous avez fait un certain nombre d'années et que vous voulez devenir avocat, vous pouvez. Et qui est maintenant avocat au barreau de Versailles et qui vient régulièrement pour le festival et qui s'est proposé d'animer aussi le débat et de répondre aux questions des élèves après la projection. Vous avez réussi à allier une carrière d'avocat et en même temps une carrière artistique. Est-ce que vous auriez des conseils pour savoir comment est-ce qu'on gère notre temps, quel projet est-ce qu'on pourrait prioriser d'abord, etc. Moi, je dis toujours, quand j'étais bâtonnier, je recevais toujours des jeunes avocats qui venaient. Alors, c'est la tradition de venir voir le bâtonnier, se présenter. Et alors moi, je leur posais des questions, et voilà, un peu comme vous m'avez fait. Pourquoi vous êtes venu là ? Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Qu'est-ce que vous en espérez ? Etc. Et après, je leur donnais des conseils. Je leur disais, vous savez, dans une ville de province comme La Rochelle, au bout de 20 ans, je pense que vous aurez fait le tour du métier. Pourquoi ? Parce que on n'est pas à Paris, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Lyon, où il y a régulièrement ce qu'on appelle des grandes affaires, enfin des affaires en tout cas médiatisées, etc. Donc, les voleurs à la tire, les voleurs de poules, les petits dealers, etc. Quand vous aurez fait ça pendant 20 ans, vous aspirerez à faire autre chose. Et je leur disais de toujours, même
quand on commence, qu'on a la tête dans le guidon, qu'on pense qu'à son métier, on veut faire pour le mieux, on travaille le samedi, on travaille le dimanche, on prépare ses dossiers, etc. J'ai essayé toujours, à côté de votre métier, même si c'est pas beaucoup de temps, mais de le faire, de développer une activité personnelle. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la musique, ça peut être vous préparez le marathon, vous allez courir, vous jouez au golf, vous faites je ne sais quoi, vous dessinez, vous faites de la peinture, vous écrivez, pourquoi pas, mais faites ça. C'est à la fois un oxygène indispensable, une soupape de sécurité, et en même temps, quelque chose qui, quand vous aurez plus de temps, vous pourrez développer la pire des choses. Un avocat qui va s'arrêter, j'en connais quelques-uns, qui n'ont jamais rien fait d'autre que leur métier, voient arriver la retraite comme une terreur. C'est ça, il faut réussir à se détacher du métier, trouver des activités stimulantes à côté. Mais je connais des jeunes qui font ça. Je connais des jeunes qui font beaucoup de sport, qui vont à la salle de gym, qui font... C'est bien d'avoir... un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Une tête et un corps bien fait. C'est ça. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez nous conseiller un roman, une BD ou un film ? Surtout pour se plonger dans le monde de la justice. Alors oui, en rapport avec la justice, bien sûr. Il y a un excellent livre qui va apparaître bientôt, qui va s'appeler Les Seigneurs du barreau, et qui raconte les grands avocats de l'origine jusqu'à nos jours. L'origine, vous savez à quand ça remonte ? Les avocats en France, je parle pas des Grecs et des Romains, je parle des avocats en France. Et en fait, les avocats en France sont nés avec Philippe de Valois, c'est un décret qui date de 1256, et les avocats sont devenus importants en France, enfin on en parle depuis que le Parlement est devenu sédentaire. Pourquoi ? Parce que le Parlement étant fixe, les avocats se sont regroupés autour et ils allaient pu suivre le Seigneur qui allait dispenser la justice dans ses voyages itinérants. Et les avocats, comme ça, on a établi des règles qui ont évolué au fil des années. Et donc le premier avocat, je vais vous le dire à titre anecdotique, il s'appelait Guillaume Foucault. Ça ne vous dit rien du tout. Et avant que je regarde sa vie, je ne connaissais pas ce personnage. Et Guillaume Foucault était un avocat qui, comme tous les avocats, essayait de faire pour le mieux, pour la défense des hérités, des pauvres, des orphelins. Il a fait ça toute sa vie, il s'est marié, il a eu plusieurs enfants. C'était vraiment un homme de bien, sous tout rapport. Voilà, un modèle, en somme. Et puis, sa femme disparaît prématurément. Il s'est trouvé veuf et il s'est mis à croire en Dieu et à rechercher, si vous voulez, une source d'espérance dans le grand malheur qui le frappait. Et il est devenu prêtre, évêque, cardinal, et il est devenu pape en 1253 sous le nom de Clément IV. Et c'est le seul avocat qui soit devenu pape. Et donc c'était, alors dans ce livre, on en parlera. Pourquoi je vous parle de ce livre ? Parce que je l'ai écrit et j'espère qu'il va sortir bientôt. Et voilà. Et puis après, il y a eu Saint-Yves, évidemment, et Yves Ellory de Kermartin, qui était notre saint patron des avocats, qui a vécu à peu près à la même époque. Et c'est vrai qu'à travers 130 personnages, avocats, hommes et femmes, les femmes, il y en a moins, puisque la première femme est devenue avocate en 1900. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Mais il y a eu des grands noms à toutes les époques et qui ont tous apporté quelque chose à la justice et au métier. Et à travers des événements parfois dramatiques. Je pense à l'avocat de Marie-Antoinette ou l'avocat de Louis XVI, ou l'avocat du maréchal Ney, etc. Et puis plus récemment, l'avocat du maréchal Pétain, et même encore plus récemment, les avocats qui ont défendu les criminels de guerre. L'affaire
Barbie, Touvier, Papon. Hein, ces gens qui sont passés et qui ont été condamnés pour des crimes commis alors qu'ils étaient alliés au gouvernement de Vichy pendant la dernière guerre. Voilà, et donc Alors ça va jusqu'à Dupond-Moretti, je ne peux pas oublier Dupond-Moretti qui a été malgré tout, quoi qu'on puisse dire de lui, et en bien ou en mal, qui a été un grand avocat. Il mérite tout à fait son titre de seigneur du barreau, avoir fait acquitter plus de 100 personnages dans sa carrière, ce qui est avec une technique et une façon. Vous voyez, on parlait de l'oralité des débats au début. Ben voilà, ce que peut faire un avocat en cour d'assises, c'est grâce à sa façon de plaider, de présenter ses arguments, de s'adresser aux juges, aux jurés, de les faire participer, de raconter ce qu'il y a de meilleur dans le client qu'il défende. Eh ben, il peut arriver, ou de semer le doute, quelquefois, il peut arriver à faire acquitter des gens. Ça, c'est l'oralité des débats. C'est peut-être la plus belle chose que peut faire un avocat, ce que malheureusement n'a pas pu faire Malesherbes quand il a défendu Louis XVI, puisque le malheureux Capet a été coupé en deux. C'est tout un art, justement, que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer. Voilà, ça... c'est parce que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire passer des sentiments. Ce sera difficile de faire passer une conviction auprès des gens qui jugent, qui eux aussi sont des humains. Il n'y a qu'un humain qui peut faire ça par rapport à d'autres humains. Voilà, c'est ça qu'il faut garder comme note optimiste sur l'évolution de la profession. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, monsieur. Merci beaucoup. Avec plaisir.